Il y a une nouvelle législation pour les open air, donc un par mois par arrondissement. Est-ce que ça vous a impacté? Est-ce que vous avez rencontré des challenges techniques à faire un événement sur une île? Là on peut parler de votre côté artiste du coup. Comment vous êtes rentré dans le monde de la musique électronique? Aujourd'hui on se retrouve à l'île Barbe avec les deux fondateurs d'Eden Garden pour leur open air Sphère. Vous avez suivi votre première Sphère en indoor. Là, vous avez testé la formule open air avec ce projet Sphère. Comment s'est passée l'année pour vous? On a commencé l'année avec la première édition Sphère qui s'est passée en format indoor. On a invité deux gros artistes berlinois en l'occurrence. On a commencé ce projet à ce moment-là. On a vraiment voulu avoir de la continuité, plus en format outdoor, un concept vraiment open air. Il faut savoir que les open air en mode boiler, comme on fait actuellement, c'est un peu du jamais vu à Lyon. Enfin, c'est quand même assez novateur. On a vraiment voulu commencer à faire un format indoor et après avoir de la continuité avec un format outdoor. Le concept Sphère, le concept immersion sonore à 360 degrés, ça permet de casser un peu les codes hiérarchiques qu'on trouve dans le milieu du clubbing classique, c'est-à-dire avec une scène et puis l'audience devant. Donc là, c'est vraiment tout le monde est dans la même vibe, dans le même mood sonore. C'est vraiment le concept qu'on va apporter avec Sphère, donc on essaie vraiment de le pousser à fond. C'est un peu historique aussi pour nous parce qu'aujourd'hui, on est sur un Sound System Function One. On a fait nos premiers événements en Australie en 2021 sur des Sound System Function One. On a fait également des Boiler Edition, on les appelait à l'époque. On a un peu repris le nom, excusez-nous. Donc là, on a notre marque à nous qui s'appelle Sphère. Donc c'est vrai que le faire en format open air, qui est un petit peu notre force, l'été, pour nous, c'était trivial de le faire comme ça, et encore plus sur une île. Ça apporte vraiment un concept vraiment supplémentaire de le faire sur une île. Il y a l'environnement qui va avec, et aujourd'hui, exceptionnellement, on a le soleil, donc on est chanceux d'avoir le soleil, parce qu'on est en octobre et je suis en t-shirt, donc c'est assez incroyable pour le souligner. On va revenir un peu du coup à l'île Barbe. Pourquoi ce spot? À l'époque, il y a un an, on avait déjà fait un premier open air ici. On était passé par un autre prestataire son, qui s'appelle BFS. Là, cette année, on a demandé différents parcs pour différents open air. On a à la fois demandé le parc de la Cérisée, mais on a aussi du coup demandé l'île Barbe, parce qu'en fait l'île Barbe pour nous c'est vraiment un lieu très atypique et un cadre on va dire assez majestueux dans le sens où c'est vraiment magique visuellement. On avait vraiment à cœur de proposer au public une expérience un peu novatrice en proposant à la fois un concept boiler avec aussi au niveau on va dire topographique. C'est vraiment un côté très plat, réaliste pour faire une boiler. Et il y avait plein de côtés qui ont fait qu'en fait on a vraiment voulu faire ce concept boiler spécifiquement ici. À la fois le cadre magique, novateur et aussi qu'il y a pas beaucoup d'assauts et de collectifs techno qui font aussi des open air ici. Alors c'est vrai que c'est assez marrant parce que du coup là la scène est entourée d'une audience et on est sur une île, du coup on est entouré de l'eau aussi, donc ça fait un peu une sorte d'inception. Là c'est un peu la spirale, il y a plein de trucs. Et pas mal de gens m'ont dit ah mais c'est incroyable, je suis jamais venu ici, le spot est incroyable, c'est une super idée de le faire sur l'île. Les premiers feedbacks à chaud sont vraiment plaisir à entendre. Et est-ce que vous avez rencontré des challenges techniques à faire un événement sur une île? Le gros challenge technique qu'on a eu, c'est plutôt au niveau technique sonore. Comment sonoriser un événement? Alors déjà, sonoriser un événement outdoor, c'est pas toujours évident parce qu'on a des contraintes, il y a des arbres, il y a pas mal d'obstacles à prendre en compte. Vu qu'on fait un concept donc en immersion sonore à 360 degrés, c'est très compliqué. Une grosse discussion en fait avec les prestataires son qui s'appelle 0dB. C'est très compliqué de trouver la meilleure configuration pour avoir un rendu sonore où on ne perd pas en qualité, où il n'y a pas de distorsion entre les enceintes. On a essayé vraiment de trouver le meilleur compromis. C'est ce qui se passe derrière nous. On pense avoir trouvé le meilleur compromis pour qu'en fait, dès que l'audience arrive, il soit vraiment plongé dans le mood sonore et non comme un schéma un peu plus classique où il y a une scène avec ce qu'on appelle des line arrays qui tombent sur les côtés et on vient chercher le son en s'approchant du DJ. Là, c'est plutôt, on rentre directement dans le dance floor, même en étant loin, on est déjà plongé dans l'ambiance sonore. Donc c'était surtout ça, en tout cas, pour le côté technique sonore. À mon sens, un des principaux enjeux et problématiques qu'on avait par rapport à ces configurations-là, par rapport au riverain, par rapport au voisinage, on passe cette fois-ci par 0dB. En fait, la problématique qu'on a, c'est qu'on a vraiment derrière nous environ 16 subs et 8 têtes Function One. Ça crache beaucoup. Et là, en fait, au niveau de l'orientation, elles sont vraiment dirigées vers les premières habitations de l'île Barbe. On a aussi du coup les deux rives sur les côtés. À cause des deux rives, et le son va vraiment se propager de manière plus longiligne aux abords du parc. La partie vraiment orientation des enceintes et la partie un peu riverain, c'est un peu la problématique majeure qu'on a par rapport à un système son comme ça, qui est encore une fois entre guillemets un peu du jamais vu pour un OTEP légal à Lyon, quoi. Légal, faut préciser, ouais. Ça, légal. Vous bossez avec combien d'acteurs pour faire un événement de ce type? On passe par différents prestataires. On a bien sûr du coup donc, le prestataire bière. Donc là en l'occurrence c'est Brolab. Donc on passe par eux depuis quand même pas mal d'années. On a aussi des stands de RDR comme Ski Smiling ou Purple Effect. Bien sûr les prestataires son de 0dB ou BFS, mais après on peut aussi passer par d'autres prestataires. Au niveau scénographique, on passe par 500 Factory. Ils ont vraiment fait une espèce de structure gris métallique, donc 4x4. Ça apporte vraiment un côté vraiment immersif et vraiment central à ce qu'on voulait faire. Global, on passe quand même par différents prestataires et en fait c'est vraiment cette synergie entre tous ces prestataires là qui fait qu'on arrive vraiment à tirer le meilleur de chacun et à faire un gros événement en fait. On a aussi des stands, donc nous on invite toujours aussi des bénévoles à venir avec leurs stands. Donc là aujourd'hui on a 2 friperies, des fois des perceurs, on peut avoir du massage. Je veux vraiment que
Tout le monde y trouve son compte, ça apporte une animation en plus. Donc c'est pas des prestataires, mais en tout cas c'est des exposants, ça fait aussi partie du truc. Et aussi, puisque tu as parlé de RDR, on a une énorme team de bénévoles et c'est un peu eux les vrais héros de nos événements. Mais RDR aussi, voilà, juste pour le dire, c'est tout ce qui va être bouchon, prévention des risques. Il y a une nouvelle législation pour les open air, donc un par mois par arrondissement. Est-ce que ça vous a impacté? Par rapport à cette nouvelle législation de la mairie, donc on a été impacté parce que forcément donc maintenant c'est légiféré à un open air par mois et par arrondissement. Au global à l'année, un open air par asso. Forcément par rapport à ça, on a été impacté. Pour essayer d'en faire plus, on est aussi passé par d'autres communes. On a aussi beaucoup négocié avec le directeur de la culture et aussi avec les élus locaux de Villeurbanne pour faire en sorte de continuer à en faire. Parce qu'en fait, au niveau des riverains, au niveau des nuisances sonores qui impactaient beaucoup les riverains à Villeurbanne, c'était de plus en plus compliqué aussi à en faire à Villeurbanne. Donc en fait, on a vraiment aussi dû négocier entre guillemets du vraiment charbonné pour continuer à en faire aussi en dehors de Lyon, si tu veux, de manière assez régulièrement, quoi. On a fait partie de la réunion que la mairie a faite la semaine dernière. Nous, on est vraiment très au courant de ce que la mairie veut et ce que la mairie ne veut pas aussi. On a essayé de trouver un bon compromis entre chacun parce que forcément, ils ont des plaintes qui se sont remontées par les riverains. Quand ils nous disent, voilà, il faut que les agents de sécurité soient visibles, il faut qu'il y ait de la prévention, que les législations en vigueur par rapport aux nuisances sonores soient respectées et vraiment de manière ferme. On met vraiment tout en œuvre parce que le but, en fait, c'est que chacun se fasse plaisir. La mairie de Lyon est très contente qu'on ramène des animations, des activités. Ils sont pas du tout contre l'idée des open air. Au contraire, ils poussent même à en faire à condition que toutes les règles soient respectées et que ce soit fait dans les règles de l'art. Tout ce qu'on fait, on le respecte. Le lieu, il est clean des comparts. C'est vrai que là, on essaie de voir aussi avec d'autres mairies, vraiment d'exporter un peu le truc et pas rester uniquement qu'à Lyon. On a pris des notes et on va commencer à faire la programmation pour l'été prochain. Là, on va attendre déjà que la saison de 2025 elle se finisse. Il faudra qu'on démarre aussi la saison indoor automne-hiver 2025. Donc il y a déjà des dates programmées et puis je pense que d'ici décembre, on va se poser et voir un peu ce qu'on fait au niveau des open air en 2026. Mais en tout cas, nous, on a cette volonté de continuer, oui. Vous êtes tous les deux DJ? Ouais, tout à fait, Oui. c'est vrai. Donc là on peut parler de votre côté artiste du coup. Comment vous êtes rentré dans le monde de la musique électronique? Ça date d'il y a un petit moment quand même. C'était en 2008, je me rappelle. J'avais que ma vieille chaîne hi-fi à l'époque. C'est en achetant mes premiers CD de techno, et notamment de Carl Cox. Bon, pour la petite histoire, mon nom de scène c'est Cocox. Carl Cox, Cocox. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Corentin, bref. Donc j'ai découvert la techno à ce moment-là. J'allais chez le disquaire à Grenoble, parce que je suis grenoblois, acheter mes CD. Et puis avec mon meilleur ami de l'époque, on s'est dit, mais attends, lui il était full light et moi j'adorais mixer. On s'est dit, mais attends, mais pourquoi on ferait pas des booms? On était en 4e quand même. Donc ça a commencé comme ça. J'ai acheté mes premières platines en 2009 et j'ai toujours été passionné par la techno. Reprendre d'en faire mon métier. Je travaillais pour des grosses entreprises de l'industrie musicale qui développent des synthétiseurs, des drum machines, plus tard des enceintes. Pour moi, c'était important que je travaille dans ma passion, donc dans la musique. Le DJing, ça reste du hobby. Mais il y avait quand même ce truc aussi à un moment. Attends, je suis DJ, je suis passionné de musique, j'adore les événements. C'est là où on s'est dit, avec David, pourquoi on ferait pas nos événements? Et c'est de là que du coup Eden Garden est né. Je travaille encore dans la musique aujourd'hui et franchement, j'encourage tout le monde à vivre de sa passion. J'ai commencé du coup à sortir dans des events techno dès que j'avais je pense 18-19 ans. Mes premières sorties c'était sûrement je pense les nuits sonores et d'autres festivals techno sur Lyon. Step by step, j'ai commencé vraiment à prendre le goût de la musique et de la techno. Au moment où je suis parti en Australie, j'ai vraiment en fait découvert à la fois le monde du mix, le fait de jouer devant des gens, etc. Je me rappelle très bien, on était en auberge jeunesse. Je me suis assez lié d'amitié avec des potes en Australie. Et en fait ces personnes-là, ils avaient déjà des collectifs techno en Australie. Et ils m'ont invité du coup à mixer pour différents événements, indoor et outdoor. C'est vraiment ces mois-là qui m'ont un peu formé à commencer à jouer en platine numérique. Et après du coup, donc, je pense qu'un an après Coco on s'est rencontrés. Du coup c'est vraiment à ce moment-là qu'on a fondé Eden Garden en Australie. On a du coup commencé à créer nos propres événements, donc indoor et outdoor. À mon sens, je pense vraiment que j'ai découvert vraiment cette appétence et cette envie de vouloir jouer de la musique que j'aime vraiment en Australie. Au moment où on est revenu en France, avec Coco, on s'est dit écoute, pourquoi pas aussi recréer Eden Garden. Cette passion pour remixer devant des gens et pour vraiment véhiculer la musique et l'idée qu'on aime. Elle est toujours aussi présente. Elle nous suit vraiment depuis l'Australie, je pense. En tant que fondateur d'un collectif, c'est pas compliqué de cumuler deux casquettes? À des moments, c'est un peu fatigant. C'est par moments assez stressant et assez énergivore, je pense psychologiquement. À mon avis, la clé, c'est vraiment d'être bien organisé, d'anticiper bien les choses par rapport aux différentes échéances, par rapport au rendu qu'on doit faire. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, à la fois organiser un événement comme un open air où des fois on peut accueillir entre 2000 et 4000 personnes et aussi préparer son set où forcément on mixera pendant l'événement. Par moments, c'est des fois un peu énergivore. Donc il faut, je pense, bien anticiper la chose et bien se préparer. Et normalement, si on fait ça, ça marche bien, quoi. Ouais, moi je suis pas entièrement d'accord dans le sens où... Non, dans le sens où en effet c'est très énergivore d'être dans l'organisation d'événements, ça c'est sûr que ça prend beaucoup de temps et tout. Par contre, le moment un peu de soulagement pour moi c'est plutôt au moment où je vais être derrière les platines, parce que quand on n'est pas derrière les platines, on va être à l'entrée, au bar, à démonter et charger et tout.
Bon, moi, c'est un peu le moment de pause, justement, donc je le vois plutôt comme le moment où je peux me relâcher. Mais c'est deux visions, en effet, ouais, je suis d'accord. Vous définirez comment votre style? Bon, après, c'est chiant de mettre la musique dans des cases, c'est un peu chiant. Au moins qu'on sache un peu ce que vous mixez, quoi. Au moment où on a refondé l'assaut en France en 2023, donc pour ma part, à chaque fois que je jouais, j'étais très orienté art techno, très indus art techno. Plus le temps avançait et plus je me suis un peu assagi entre guillemets. Depuis environ un an et demi, maintenant je joue principalement techno, groovy, hard groove, hypno et tribal. C'est un peu mon style et je pense qu'en majorité chez Hidden Garden, et la DA de l'assaut est vraiment orientée, je pense, techno, groovy, hard groove en majorité. Actuellement dans la team, on est aujourd'hui 8 membres et donc sur les 8, il y a quand même 6 DJ. Après, chaque DJ au sein de la team apporte un peu sa touche et sa patte musicale entre guillemets. Moi, titre personnel, j'aime beaucoup le côté percussif, ramener un peu l'essence des sons, voilà, côté acoustique percussif. Donc on retrouvera souvent des djembés, des congas ou des bongos dans les sons que je joue, parce que je trouve que c'est voilà, le rythme en fait est l'essence même de la techno, et le rythme se fait par des percussions et forcément un kick bien rebondi derrière qui reprend un peu les codes des musiques techno qu'on pouvait entendre dans les années 90. Voilà, c'est comment je définis un peu ce que je joue, mais sinon c'est vrai qu'on a une DA plutôt orientée en effet chacun hypno, groovy, tribal, et on essaie vraiment de se détacher en tout cas de la hard techno et ce qui se fait beaucoup en ce moment. On veut vraiment se détacher et apporter notre vision musicale. Bon, merci les gars. Merci à toi en tout cas. Arnaud, c'était un plaisir. De même. Hein. On se voit très rapidement oui, pour la hein. saison prochaine.